Bonjour, shalom, salam alaikum. Toujours un grand bonheur de se trouver dans ce studio et de se retrouver en même temps connecté avec vous ici à Lomé, au Togo, en Afrique, dans le monde entier, grâce à nos deux techniciens, Victor Bwekoku, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Le club de la presse, une affaire de famille, comme dirait l'autre, avec autour de la table aujourd'hui Eric Hugh Johnson, le directeur de publication du journal bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Notre aristocrate Primus Toche Genou Arlidja, qui nous a manqué la semaine passée, mais que nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Bonjour Primus. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour le studio. Alors Primus, si ce n'est pas un secret d'État, où est-ce que vous étiez la semaine dernière? J'étais dans la ville de Jeff. À Neho. J'étais à Neho. Pendant que vous étiez à Neho, Jeff a plutôt pris la route pour rendre visite à ses oncles maternels du pays, à Koso, à Kebu, dont il revient à Vlé. Bien Vlé. Alors, comment se portent vos oncles maternels? Là, tu es calé. Non, mes oncles se portent à merveille, à part tout ce qui ne va pas, le reste ça va. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie et pour notre vie aussi. Vraiment, Jeff, je suis heureux pour vous, vous et Magloire Teko Kenvi, vous qui ne ratez aucune occasion pour nous rappeler là d'où viennent vos mamans et vous les saluez toujours, vos oncles maternels. Vous, c'est le pays Akoso Akebu. Pour Magloire Teko Kenvi, c'est le pays Kouma. Ça c'est bien. Alors, vous devez nous avoir ramené quelques dépêches du pays Akoso Akebu. Oui, c'est vrai, ça, s'il y a beaucoup de dépêches, vous savez que c'est des zones reculées, et, ma foi, après plusieurs années que nous avions fait là-bas, parce que moi j'étais né à Badouville, et après continuer mes études à Klabé-Foupa de CPE en 3e où j'ai eu mon BPC. J'ai composé même au chef-lieu de la préfecture d'Akebu à Kounou à l'époque. Et les choses n'évoluent pas comme nous le souhaitons. La seule chose que j'apprécie aujourd'hui, dont je voulais apprécier le gouvernement, c'est la route. Au moins aujourd'hui, quand vous Atakpame Badou et Atakpame Kounou, aujourd'hui, si vous maîtrisez les 7 km où les tournants, vous pouvez rouler même les yeux fermés. Ça, je félicite le gouvernement pour ça. Maintenant, le quotidien. À propos de la route Atakpame Kounou qui a été faite et que vous saluez, vous nous renvoyez à cet article de l'Union pour la Patrie qui écrit à la page 7 vers la réhabilitation du tronçon Sokodé-Bassa, c'est la nationale numéro 7. Et Togo Matin nous rappelle que le financement vient d'être bouclé grâce aux partenaires que sont la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds saoudien de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement également. Voilà, tous ces partenaires qui ont permis au Togo de disposer de financement pour réhabiliter, bitumer cette voie qui va être longue de 75 km et désormais les monts Malfa-Kassa seront contournés. Voilà ce projet qui va être lancé, je présume, incessamment. Oui. Revenons maintenant à vos dépêches. Oui, un projet reste un projet, mais je parle de la réalité, ce qui est visible aujourd'hui. Pour la route Atakpame-Kounou, Atakpame-Badou, elle est totalement refaite et très bien faite d'ailleurs. Ce que nous apprécions parce que j'y étais il y a déjà quelques mois. Je pense que c'est une route que les gens apprécient. Mais le quotidien de nos oncles maternels, de nos parents de ces localités reste toujours à déplorer.
Et je pense que c'est de là nous allons attirer. Alors justement, le pays plateau Akebou, sur les hauteurs, c'est une zone de forte production de fruits, café, cacao et autres fruits, papaye, avocat, orange et autres. On peut s'étonner que vous revenez de là et que vous trouviez que la vie recule plutôt. Oui, la ville où la vie recule justement parce que les bonnes dames de Lomé qui s'y rendent pour acheter les fruits, qui je dirais entre griffes trichent nos parents, elles fixent le prix comme ça leur plaît. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de pouvoir amener les agriculteurs ou bien les cultivateurs de ces localités à pouvoir vendre leurs produits agricoles. Et le deuxième aspect de la chose, c'est le café. Vous savez que la région, c'est le café cacao. Le cacao est à plus de 1000 francs le kilogramme. Le prix de sur cacao le marché. Sur le marché, alors que au plan local, là-bas, le prix est à 1000 francs, 1100 francs, mais le café est à 600 francs le kilogramme. Imaginez un parent qui va au champ pendant des mois et qui entretient ses caféiers et qui vient vendre le café à 600 francs le kilogramme. Imaginez dans quelles conditions pourraient vivre ses parents. Secondo, je parlais de la route qui a été refaite totalement, mais je présume ou bien je confirme qu'au jour d'aujourd'hui, les maisons, les boutiques qui étaient sur, comment je pourrais le dire, le long de la route, dont on a informé les tenanciers des bars et autres qui seront dédommagés. À l'heure où je vous parle, rien n'a été fait en ce sens. Et là, c'est des grincements de dents, alors qu'on a ramené ses parents à Badou pour leur présenter la situation, pour leur dire même de ce qu'ils devaient percevoir, et on les a fait décharger même des documents, alors qu'ils n'ont pas perçu un seul franc. Donc, je lance un appel au gouvernement de tourner un regard vers ces parents qui sont presque pauvres. Les centres de santé pratiquement inexistants. Quand vous voyez la nouvelle commune Wawa 3 à Oku, d'ailleurs où j'ai eu le privilège d'aller visiter, il faut voir l'installation et tout. Donc je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts pour reconstruire carrément les communes. Donc il faut avoir un regard vers les parents des localités. Est-ce que vous avez eu à croiser le ministre Kossivié Gbetognon, qui est de la région, et dont les médias disent qu'il est là-bas tout le temps pour remercier les populations, pour ne pas dire que Kossivié Gbetognon est plus ou moins ouvertement en campagne électorale pour après campagne. Alors, est-ce que vous l'avez croisé sur les routes et dans les champs? Non, moi je ne l'ai pas croisé. Peut-être qu'il était plus basé dans la Kébou. Parce que moi j'étais dans la Poso, j'ai juste profité de quelques heures pour aller visiter le chef-lieu de la préfecture d'Akebou. Peut-être qu'il était là, mais ce que j'ai constaté, l'ancien ministre Cécénou, qui était là avec les cadres à Poso, les députés même que j'ai vus, qui continuent par remercier comme tu viens de le dire. En pré-campagne d'ailleurs, le week-end a été bousculé quand on voyait Klabe Foupa, Zogbegan, Unabe, Inoussa, Imoussa, toutes les localités de la préfecture étaient bougées. Donc ça veut dire que les gens sont en pré-campagne véritablement. En pré-campagne, c'est l'air du temps. C'est bien que les cadres du milieu se souviennent de leurs parents et aillent leur rendre visite. Mais est-ce que les populations saisissent l'occasion pour porter à la connaissance de leurs fils et de leurs cadres les problèmes au quotidien? Vous avez parlé de l'agriculture qui est en régression, les centres de santé qui n'en sont pas, les écoles et autres. Alors, est-ce que les populations saisissent courageusement l'occasion de parler de leur quotidien à leurs fils qui reviennent les voir comme cadres politiques? Oui, ça c'est un autre débat. D'autant plus que ces cadres qui s'y rendent tous les week-ends, ils vivent les mêmes situations et savent que c'est les besoins des populations. Et pour ma part, je ne peux pas dire que les populations ne les informent pas ou bien n'ont pas la chance d'évoquer un certain nombre de choses. Mais une chose est de les évoquer, l'autre chose est de pouvoir les réaliser. Donc c'est un appel que nous lançons à tout le gouvernement parce que c'est le gouvernement en réalité. Ces cadres ne feront que porter l'information. Donc je peux aussi une voix pour porter cette information à l'endroit des hautes autorités de ce pays pour avoir un regard vers nos parents qui sont dans les coins reculés, que ce soit vers Kara, que ce soit vers les monts Aposo, Plateau, etc. Merci pour ces réalités avec lesquelles vous nous revenez du pays Aposo, Akebou. Et je rappelle aux éditeurs que comme nous allons ouvrir l'antenne bientôt à 12h sur les deux numéros 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20,
1968. Nous sommes curieux que les gens nous appellent pour partager les réalités de leur pays profond. Aujourd'hui, nous parlons de l'Akoso à Kébou, mais on peut nous informer de ce qui se passe à Tchévier ou bien à Dangpen, un peu partout. Mais Hugues, Eric, vous voulez réagir sur, sur tout ce que mon collègue a dit tout à l'heure. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie au quotidien de ces populations vraiment travailleuses qui sont à plus de 90% agricoles. Je dis, le gouvernement a fait des efforts par rapport à la culture des céréales en créant l'ANSAT qui s'occupe, qui est en quelque sorte un guichet unique pour la commercialisation de nos céréales. Je pense que l'idée serait de créer également un truc pareil pour les fruits que les populations de ces milieux-là cultivent ardemment. Avec l'ANSAT aujourd'hui, quand les gens ont la possibilité de vendre rapidement leurs céréales, et je crois que de la même manière, on peut créer une structure qui va s'occuper de la récolte des fruits et autres. Merci. Pour permettre aux parents le problème se pose plutôt en termes de meilleure conservation et pourquoi pas d'une première transformation aussi bien de nos fruits que de nos tubercules qui sont beaucoup plus rapidement périssables que les céréales. Primus? Oui, je suis étonné par tout ce que j'entends ici, parce que je me souviens de la dernière fois, le ministre Bataka était à ma gauche, là où aujourd'hui Eric est assis. Le ministre de l'Agriculture. De l'Agriculture. Tous les doléances de Jeff s'adressent plutôt à M. Bataka, ministre de l'Agriculture, pas à M. Boutognon, ministre de la Culture, ni à SSG, ministre de l'Urbanisme. On a parlé des ministres en tant que fils natif du milieu. Oui, le discours du gouvernement qui parle des agropoles, des centres d'expérience, d'agriculture et autres, détonne largement avec les vieux constatés de Jeff, qui est parti dans le pays profond pour voir de visu. Vous savez très bien que du discours politique à la réalité, il y a souvent, pour ne pas dire toujours, une distance. Et si toi-même tu dis que ces ministres sont en pré-campagne, je suis étonné qu'ils ne connaissent pas la réalité de leurs parents. Non, de toutes les façons, ils ne peuvent pas ignorer tout ça. Oui. Sauf qu'il faut une organisation au niveau de ces agriculteurs-là, puisque c'est leur métier. C'est aux agriculteurs maintenant de s'organiser. Non, je parle de l'organisation au niveau étatique. Mais justement. Eh bien, on ne va pas faire de polémique ici, mais nous voudrons seulement dire que, comme nous sommes plus ou moins ouvertement en campagne, il faut que les populations prennent le courage. Quand un acteur politique, le candidat ou ses émissaires viennent vous voir pour vous tenir leur discours politique, il faut que les populations aient également le courage civique et citoyen de porter leurs préoccupations quotidiennes. Oui, ça vis-à-vis des candidats. On verra ce qu'ils feront, ce qu'ils ne feront pas. Au moins, les populations auront la conscience d'avoir dit aux candidats ce qui leur tient à cœur. Tu penses que les populations ne portent pas ces informations à l'endroit de ces autorités? Elles le portent. Et comme je le disais tout à l'heure, une chose est d'avoir ces doléances, l'autre chose est de pouvoir les réaliser. Et donc, nous invitons humblement, je dis humblement le gouvernement, parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut avoir une politique du gouvernement pour essayer d'aider les coins reculés du pays aussi. Et vous aviez parlé des fruits tout à l'heure. À l'époque, on parlait de Togo fruits. Et on parlait de Togo grains également pour les céréales, etc. Et ces sociétés étatiques ou privées ont disparu totalement. Maintenant, il faut refaire. Les silos sont toujours là, visibles sur le chemin quand vous voyagez. Oui, quand vous voyagez, il y a les citernes qui sont là, mais qui ne sont plus utilisées, tout ça. Donc, il faut avoir une politique de pouvoir réhabiliter ces choses. Merci. Toujours le Togo profond, les centres de santé, les dispensaires que Jeff n'a pas vus.
auprès de ses parents. Mais j'ai parlé des dispensaires. Quand vous prenez le dispensaire de Club Foupa, oui. Là où moi j'ai grandi, c'est le même. C'est-à-dire il n'y a aucune évolution. Les lits d'hospitalisation pratiquement inexistants. Donc c'est tout un dossier que je peux en faire. Et donc quand vous prenez ces réalités, c'est carrément autre chose. Vous prenez les écoles, les directions qui sont sous des paillotes, sous les arbres, les salles de profs qui sont sous des paillotes. Donc les problèmes sont énormes. Merci. Maintenant nous allons descendre du plateau à Kosso, à Kébou, et venir plutôt dans la ville communément appelée la ville aux 7 collines à Takpamé. Takpamé qui est le chef-lieu de la région des plateaux. Et le vendredi dernier, Eric Hugues Johnson, vous y avez consacré votre intérêt à la contractualisation des hôpitaux, notamment descente au centre hospitalier régional d'Atakpamé, dont vous nous donnez quelques statistiques et un certain pourcentage de satisfaction que les populations vous ont exprimé. Effectivement, en septembre dernier, le ministre de la Santé était à une réunion de haut niveau à Brazzaville, en République congolaise, et il était question de présenter à tous les pays qui étaient au rendez-vous les différents plans sanitaires de nos pays. Et curieusement, le Togo a été une fois encore applaudi par les instances de l'OMS, et beaucoup de pays se sont même désignés pour copier ce que le Togo est en train de faire en termes de contractualisation. Cela nous a un peu surpris par rapport aux informations qui retombaient ici et là, et surtout sur vos antennes. Les gens ne voient rien, les gens se disent, mais au fait, on parle de contractualisation. Disons plutôt, les gens disent ne rien voir. Ne rien voir. Voilà, justement, on parle de contractualisation, c'est-à-dire l'amélioration des soins et tout ce qui concerne nos hôpitaux publics. Et cependant, il n'y a rien que les gens voient. Alors, nous nous sommes dit, en plus, il y a eu le même ministre, Midi Awa, qui a fait une sortie pour expliquer les biens fondés de la contractualisation et les résultats probants qu'ils ont sur le terrain. Cela nous a conduit nous-mêmes à aller sur le terrain, à constater de visu ce qui se fait. Et j'avoue que nous avons été sincèrement surpris positivement par rapport à ce que nous avons vu au CHR. Concrètement, ils font quoi là-bas? Voilà. Je vais aux explications. D'abord, quand vous entrez aujourd'hui au CHR d'Atapamé, mon collègue vient de parler du centre de santé dispensaire de Foupa, mais c'est un changement radical. C'est-à-dire que les installations sont devenues propres au point où je vous dis, quand nous étions arrivés, nous avons essayé de remarquer ce qui se fait directement dans les différentes sessions. Après, nous avons essayé de rencontrer les responsables et les employés. Les gens avaient pensé que nous étions partis, mais on y est resté jusqu'au lendemain pour voir l'effectivité de ce qu'ils nous ont raconté. Et j'avoue que par rapport aux installations, par exemple, les gens quittent leur maison pour venir faire leurs besoins au CHR d'Atapamé. Ce qui n'était même pas possible il y a un temps, selon ce que les populations nous ont raconté, c'est que les sanitaires étaient sales. Sales, vous n'avez même pas envie d'approcher les salles de besoin. Voilà. Ça, c'est un. De deux. Quand, au service de traumatologie, par exemple, quand vous arrivez là, je vous dis, on se croirait dans un hôpital européen. Parce que, d'abord, l'accueil,
et les premiers soins qui sont tout de suite administrés aux patients vraiment font croire qu'on n'est pas dans un hôpital au Togo. C'est vrai que depuis toujours, on dit les soins ne sont pas à niveau, les gens ne sont pas bien formés, mais quand nous avons approché les premiers responsables, ils nous ont dit que ce personnel aujourd'hui qui travaille dans cet hôpital-là, depuis la contractualisation en 2017, puisque c'était les premiers hôpitaux à être contractualisés, ont été formés pour la tâche. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller au CHR d'Atapamé et dire que vous n'avez pas été bien reçu. Nous avons même poussé la curiosité de rentrer dans les salles de soins pour voir les machines qui sont installées. Et je vous dis, tout est neuf. Merci. Les référents, vous donnez des statistiques de la contractualisation au CHR d'Atapamé. Je rappelle que il y a de cela quelques temps, nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur Moustapha Mijiawa qui était assis à votre place et qui nous avait parlé en termes très élogieux des premiers résultats de la contractualisation. C'était à l'époque Atapamé et puis Blita. Il était revenu sur les fréquentations, les consultations, la satisfaction des populations, même l'équipement et autres. Ça, mais il n'empêche que à chaque fois que nous abordons le sujet avec les confrères, le ton est beaucoup plus à la critique, pour ne pas dire très sévère. Vous revenez avec votre reportage, eh bien le débat reste ouvert avec l'espoir de retrouver encore un cadre du ministère de la Santé pour nous en citer. Si je comprends bien, Eric, nous avons donc au Togo 200 pilotes, à Atapamé et Blita. Oui. Bon, lui, il a vu Atapamé. On a commencé par Atapamé et Blita. Maintenant, la contractualisation s'est étendue à d'autres centres universitaires, d'autres centres hospitaliers, dont même quelques services du CHU Le Métocoin. Mais pas avec la même qualité, si on comprend bien. Non, enfin, je ne sais pas. Posez la question à Eric. D'abord, ce qui se disait de la contractualisation, tout le monde avait pensé à un certain moment qu'il s'agissait du bluff. Pas seulement, tout le monde pensait que c'était une privatisation de nos hôpitaux. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire l'État continue par éjecter de l'argent, mais cette fois-ci, cet argent est géré d'une autre manière. Ce n'est plus la même façon de faire. Aujourd'hui, l'État suit de près tout ce qui se passe. L'État continue son rôle régalien dans le financement, dans le fonctionnement de ces hôpitaux-là qui ont été contractualisés. J'avoue que quand nous avons approché même la comptabilité du CHR d'Atapamé, nous avons été surpris des chiffres qui nous ont été donnés. Par exemple, aujourd'hui, cet hôpital-là fait de l'argent, arrive à gagner de l'argent à travers... En quoi faisant? À travers ces soins, parce que ce n'est plus la même chose. Avant, je crois que les soins se faisaient à un prix franchement dérisoire, mais aujourd'hui, ça a été augmenté. Par exemple, l'hospitalisation dans un service est montée jusqu'à 5 000 francs. Et vous imaginez, devant nous, il a été constaté que les gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ont été hospitalisés et notamment ont fui. Parce qu'après... Merci. Donc, c'est le reportage de l'Union pour la Patrie dans sa parution le vendredi dernier. Primus, si vous voulez vous situer sur la véracité ou éventuellement la fausseté des informations de l'Union, eh bien, transportez-vous sur les lieux, vous viendrez nous enrichir davantage. Mais souffrez qu'on évolue et qu'on partage encore quelques informations de proximité un peu sur le Togo profond. Et là, c'est le confrère L'Alternative qui nous parle aujourd'hui du corps des régisseurs de prison. L'Alternative écrit que les régisseurs de prison sont les laissés pour compte de la chaîne judiciaire. Pour ce journal, les régisseurs de prison sont les parents pauvres du système judiciaire au Togo. Ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de plan de carrière. Il y a
ils font face à beaucoup de risques liés à la gestion des prisons. Les régisseurs des prisons sont confrontés à toutes sortes de difficultés dans l'exercice de leur charge. C'est à lire à la page 3 et apprécier autre corps dont nous parle un autre journal. C'est le problème de l'assurance maladie. Et pour cela, le Togo, le gouvernement a créé l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, qui a commencé avec les agents publics, les retraités du public, et l'INAM qui s'étend de plus en plus. Il y a quelque temps, c'était les artisans. La semaine dernière, l'INAM s'était ouvert aux étudiants. Et actuellement, c'est les journalistes qui sont à la page. Pendant que nous sommes au studio, il y a une rencontre qui se tient au CASEF. L'INAM et les organisations de presse envisagent l'éventualité d'une couverture d'assurance maladie à la corporation dont vous êtes, Jeff. Oui, c'est une bonne chose pour ma part, mais l'inquiétude pour moi, est-ce que le journaliste togolais aujourd'hui est bien payé par son organe ou les organes pour pouvoir payer son assurance et pouvoir bénéficier de l'assurance? Il faut voir les conditions des journalistes aujourd'hui au Togo. L'état général de la presse, les conclusions qui restent toujours dans les tiroirs. Combien les journalistes, les techniciens ou bien tous ceux qui sont dans la chaîne de communication sur les médias, que ce soit en presse écrite, radio, télévision, etc., nous gagnons combien par mois? Mais c'est ça l'inquiétude. Si le gars n'arrive pas à bien vivre, vous voulez qu'il économise quoi pour son assurance? Moi, c'est l'inquiétude. Ça ne sert à rien de dire qu'on fait l'assurance, mais il faut partir à la base que les syndicats, les organisations de presse essayent quand même d'apporter, de pousser les patrons de presse à régulariser la situation des journalistes. En signant la convention collective. Oui, en signant la convention collective. Vous rentrez dans les organes aujourd'hui, les gens sont en moins de 35 000 francs. Le gars qui loue une chambre salon peut-être à 20 000 et qui a moins de 35 000, vous voulez qu'il paye quoi? Qu'il vienne au service avec quoi? Qu'il supporte sa famille avec quoi? Et qu'il économise encore pour son assurance? C'est tout un débat. Oui. Donc c'est une bonne chose. Jeff pose des problèmes réels, oui. Sauf que Jeff, la semaine dernière, il était chez ses parents à Kébou. Sinon, s'il était à Kara, s'il avait suivi la formation, la conférence qui avait été faite sur le nouveau code de la presse, Jeff, vous aurez compris qu'il y a des innovations qui sont ouvertes. Les médias sont invités fermement d'ici 3 ans de se muer en véritable entreprise en société de presse. Et de leur côté, les organisations des journalistes se battent pour l'avènement de la fameuse convention collective. C'est dire, Jeff, qu'il y a beaucoup de chantiers en cours. Et si les uns et les autres font preuve de détermination, et là, les journalistes pourront voir leurs conditions de travail. Tu as dit chantier en cours. On peut donner la parole au patron de presse qui est là. Justement, il est là. Plutôt Eric. Eric. Non, vous savez, j'ai pas souvent l'habitude de parler de moi, de ce que je fais. Mais je me dis plutôt par rapport à l'INAM qu'il faut qu'on accepte déjà le principe. Il faut que ces discussions-là aboutissent pour que nous sachions que les journalistes peuvent désormais être couverts par une assurance maladie dans le cadre général des activités professionnelles au Togo. Que le principe soit acquis. Et maintenant, après, ce sera aux organisations de presse et à chaque organe de presse de voir dans quelle mesure ils pourront accompagner les journalistes dans cette assurance maladie qui est franchement très importante pour nous dans la corporation. Je rappelle que la séance du travail entre l'INAM et les organisations de presse se tient actuellement au CASEF et dans les heures qui viendront, nous en saurons nous en saurons davantage. Mais Primus, oui. Qu'on soit mal payé ou non, quand nous sommes malades, il faut quand même que, nous arrivons toujours à nous soigner. C'est pourquoi l'avènement de cette assurance maladie, dans des conditions bien sûr revues à la hausse, devrait être fortement encouragé. Non, je suis d'accord. Il faut accepter le principe. Mais il faut rappeler aussi, d'abord à notre propre gouvernement, que le développement c'est un mouvement d'ensemble. Et au cœur du développement, il y a la vie et la santé des citoyens.
c'est le point de départ de tout développement. Il faut avoir des citoyens en bonne santé et en vie pour les faire travailler. D'abord en vie. En vie, oui. D'abord en vie. Voilà. Donc, santé. Du coup, la santé publique a tout son poids. Heureusement qu'on nous annonce aussi un PND. On a déjà annoncé le PND. Le PND est déjà vieux de moins 2 ans. Voilà. Mais il veut tirer quelque chose de ça. Oui, donc, c'est le PND même, avant de décomposer tout ça, en tout ce que vous voulez, en 3 axes, 4 axes, 5 axes, il faut mettre au cœur de tout ça la vie et la santé des citoyens. C'est bon que l'INAM élargisse ses tentacules, ce qui est d'ailleurs normal. Tout citoyen togolais doit avoir droit à l'assurance maladie. Même le paysan qui est à Klagbefuka, à Barou, à Kounyaou. Même avec le minimum de salaire qu'il a, il doit avoir droit à l'assurance maladie. Et c'est pour ça qu'il faut, pour le moment, l'INAM est en train de faire l'assurance maladie pour les riches. Est-ce que les fonctionnaires du Togo vous ont dit qu'ils sont riches, Primus? Non, elle est partie là où les gens ont des sources de revenus sûres. Oui. Voilà. Maintenant, c'est pas seulement tout ce monde-là, mais c'est. Non, il faut pas y aller comme ça. Je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière avec les étudiants, c'est surtout les étudiants défavorisés qui ont eu leur carte d'assurance maladie. Et le samedi dernier sur le campus défavorisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ayons quand même le discernement de constater les petits pas qui se font avant de demander que ce soit étendu. Donc au début, l'INAM ne s'occupait que des agents du public et des retraités du public. Progressivement, cette INAM-là s'est ouverte aux artisans. Il vient de s'ouvrir aux étudiants, il est en train de s'ouvrir aux journalistes, et souhaitons que le mouvement d'ensemble continue et que toute la population togolaise, de façon inclusive, se retrouve assurée. Ça, c'est deux. Maintenant, pour le monde de la presse, et ça nous concerne, alors je nous invite à reparcourir le code de la presse modifié récemment, notamment les patrons d'organes, dont vous, Eric Johnson, et pourquoi pas le directeur de Canal FM, vous avez 3 ans pour transformer vos médias en société de presse, et il s'ensuivra inévitablement la revue à la hausse des conditions de travail de vos collaborateurs. Si nos organes ne le sont pas déjà. Bravo pour ceux qui y sont déjà et du courage pour ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, je pense que pratiquement tous les organes de presse, pour ce que je connais dans la presse écrite, sont une entreprise de presse. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire des factures à vos clients, c'est-à-dire les annonceurs et tout ça, sur du papier RAM à la volée. Vous devez joindre à vos bons de commande les factures normalisées. Et pour avoir une facture de l'OTR, et pour avoir une facture normalisée de l'OTR, il faut créer une entreprise. Et je crois que c'est déjà avancé. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est peut-être la Caisse nationale de sécurité sociale, l'assurance justement pour nos employés. Revoir le salaire des employés. Oui. Signer la convention collective, c'est très important. Je crois que déjà des pas sont en train d'être faits et il faut encourager cela et je crois que bientôt tout sera même avant 3 ans. Tout mais tu crois toujours, nous ne sommes pas l'église malheureusement. Merci beaucoup. Alors Primus parlait tantôt du PND, le PND qui est le programme phare du Togo 2018 jusqu'à 2022. Le PND qui veut se bâtir principalement sur des axes comme l'aéroport international de Lomé-Tokoin, le port autonome de Lomé-Tokoin. Là, je trouve à la page 4 de votre parution, Eric Johnson, vous écrivez que il y a une bataille entre les ports depuis le Maroc jusqu'à l'Ouest africain. Alors, est-ce que vous écrivez bien sûr que le port de Lomé ne compte pas céder d'un pouce, mais la concurrence risque de se révéler très sévère vis-à-vis des ports du Maroc,
de Dakar, d'Abidjan, pourquoi pas de Tema, de Lagos et même de Cotonou. Oui, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, si vous voyez un peu pratiquement tous les pays de la côte, il y a d'importants investissements qui se font pour le développement des ports. Aujourd'hui, selon les statistiques, le port de Lomé est bien coté et c'est un port qui dessert pratiquement tous les pays de l'Interland. Et il y a les autres ports de la sous-région qui veulent vraiment ravir la vedette au port autonome de Lomé. Et c'est là où le port autonome de Lomé se bat, vaille que vaille, pour maintenir sa position de premier port important en termes de navires qui accostent mensuellement, en termes de flux de marchandises qui transitent par Lomé. Donc le port de Lomé veut garder ce privilège-là et continuer par garder sa position. C'est pour ça les autres ports, comme celui surtout de Lagos, qui il y a quelques années était le premier port le plus important, mais que le port de Lomé a dépassé aujourd'hui, veut revenir sur la scène en creusant profondément sur sa côte pour devenir également un port en eau profonde. Merci, mais quand j'ai lu votre article, je me suis dit, mais le port de Lomé n'a pas à dormir sur ses lauriers. La concurrence s'annonce très rude, d'après ce que votre article écrit sur le port d'Abidjan avec tous les chantiers, même Dakar. Et si nous voulons garder notre position naturelle privilégiée, il va falloir que le port continue à innover, et à se doter en matériel conséquent. Évidemment. Merci beaucoup. Ainsi fait le tour du Togo. Oui, Primus? Il ne dit pas tout. Qui ne dit pas tout? Son article. Au moins l'article a le mérite de poser le problème. Vous pouvez compléter éventuellement. Je pense qu'il en sait plus. Allez, on y va. Oui, Primus? Non, c'est les gens font concurrence à Bolloré, il faut le dire ouvertement. Bolloré risque de perdre le port de Cotonou, il risque de perdre aussi le port de Douala, où les Africains, les investisseurs africains montrent au créneau, disent qu'ils sont capables aussi de gérer leur port. C'est ça qui fait la concurrence déclarée. C'est tout cela que nous avons résumé sous le terme concurrence. Les opérateurs du port savent mieux que nous les défis auxquels ils sont confrontés, et nous les exhortons juste à relever tous ces défis-là et à garder leur position privilégiée, d'autant plus que c'est notamment sur le port que le Togo, l'État togolais veut bâtir son PND. Exactement. Si la base n'est pas solide, imaginez un peu tout ce que l'édifice serait. Oui, Jeff? Oui, ça, tu avais prononcé une phrase très importante, que le Togo ne doit pas dormir sur ses lauriers, parce que nous faisons des efforts. C'est vrai que ces efforts sont remarquables en infrastructure. Si nous prenons l'aéroport international Gnassingbé Adema, qui n'a rien à envier de l'aéroport de Cotonou, même d'autres aéroports également, mais il faut dire que ces pays aussi ne dorment pas. Et quand vous parlez du port autonome de Lomé, c'est vrai que vous sortez du Togo, vous allez dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, les gens envient notre port parce que nous avons une port en eau profonde. Il ne faut pas dormir. Nous invitons le gouvernement à ne pas dormir parce que un aéroport international qui sera construit à Cotonou ou à Gbomé-Kalevi les années à venir, vraiment, c'est un aéroport qui aura beaucoup de concurrence avec les aéroports qui existent déjà. Donc, faut pas dormir. Il faudrait avoir une vision. Comme il y a le PND, il faut avoir une projection dans le temps et avoir de l'espace pour parce que au jour le jour, il y a la population qui augmente et le besoin aussi va augmenter. Donc il faut prévoir et avoir des prévisions pour éviter des surprises désagréables. Plutôt Eric, pour ajouter à ce que Jeff dit, non seulement ne pas dormir sur nos lauriers, garder nos positions, mais veiller également à ce que ces différentes concessions ne nous enlève pas les parties les plus utiles de nos infrastructures. Au port autonome de Lomé aujourd'hui, je ne sais pas si l'État togolais a encore la même mise
sur les parties les plus faiseurs, enfin, les parties qui font rentrer plus d'argent. Non, nous sommes aujourd'hui dans une économie internationale qui invite plutôt les opérateurs économiques privés à investir dans tout ce qui est porteur dans l'économie d'un État. Le port autonome de Lomé a eu quand même le groupe Bolloré qui a fait d'importants investissements. 300 milliards pour le troisième quai, par exemple, ce n'est pas rien. Et ça nous a permis de faire très rapidement le traitement des navires qui arrivent au port de Lomé. Il y a aussi la société LCT qui complète ces actions-là. On ne peut pas dire que le Togo a perdu en privatisant des secteurs clés au port autonome de Lomé. Le traitement des conteneurs, est-ce que nous avons quand même la technicité pour le faire, si c'est pas ces groupes-là qui ont apporté cette technologie et cette main-d'œuvre-là. Aujourd'hui, nous avons des techniciens qui sont formés directement sur le terrain pour pouvoir faire le travail. Donc je crois que Eric, quelque part, je suis d'accord, nous souhaitons beaucoup plus de transfert de technologie. Oui. Au bout de ces concessions, il faudra quand même que nous arrivions à avoir l'expertise au plan national avant d'aller encore à cette compétition de concurrence. Mais bien sûr, vous allez faire la compétition de quelle manière si vous n'avez pas la technologie nécessaire? Parce que les autres ports aussi privatisent certains secteurs de leur travail maritime. Sinon, à quoi ça sert? Parce que nos États n'ont pas les gros moyens pour développer très franchement leur Merci, on va mettre une seconde s'il te plaît. C'est vrai, quand on parle du port autonome de Lomé, les investisseurs qui ont mis beaucoup de moyens, il faut pas oublier les populations qui sont laissées pour compte du côté est de ce port autonome. Aujourd'hui, quand vous prenez d'Agbavi jusqu'à Aneho, l'érosion côtière, des maisons qui sont parties, des palais, les maisons qui partent, et des cimetières et tout ça là. Donc je pense que ces populations regroupées en association de victimes de quoi, bon, j'oublie un peu le nom de leur collectif, qui ont fait des démarches plusieurs fois jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Je ne dis pas que c'est la construction du troisième quai qui est à l'origine à 100% de ce phénomène, mais ça a contribué d'une manière ou d'une autre. Donc ces populations qui croupissent ou entre-temps qui s'étaient regroupées au niveau du rond-point Baguida pour réclamer leurs droits et tout ça là, il faut qu'on pense aussi à ces populations. Jeff, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Sauf qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Cependant, il faudrait qu'il y ait une certaine volonté politique de nos autorités pour permettre à ces populations qui sont expropriées de pouvoir vivre. On ne peut pas, par exemple, à la construction de ce troisième quai-là, on ne peut pas dire aux populations dégagées, allez trouver ailleurs pour vous mettre et on va rester là. Non, je pense que il faudrait une volonté vraiment politique de la part de nos autorités pour s'occuper de ces problèmes récurrents. Une indemnisation juste et équitable des populations expropriées. Cela participe de la justice sociale et c'est souvent ailleurs l'absence de cette justice sociale qui crée des frustrations avec des débordements que nous ne souhaitons nullement dans notre pays. Cela nous amène au processus électoral et nous partageons rapidement les dernières dépêches. D'après ce que la CENI diffuse depuis hier, la CENI a réceptionné l'encre indélébile. Les premiers tests sont en train d'être faits au laboratoire de l'université de Lomé pour nous situer sur la qualité qu'il faut pour cette encre. Ça c'est deux. La CENI a également annoncé hier qu'elle procède demain, mercredi 22 janvier, au tirage au sort pour le positionnement des 7 candidats sur le bulletin de vote. Autre dépêche que nous donnent les journaux sur la CENI, je crois, c'est ce que je viens de partager avec vous.
à savoir cette opération de tirage au sort des candidats. Et Primus, chaque jour nous donne la preuve et les signes que la marche vers le 22 février prochain est désormais inéluctable. Mais oui, c'est déjà le calendrier fixé, et les jours se lèvent et se couchent. Donc bientôt sera au 22 février. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, disons que pour la 4e fois, nous allons aller aux élections présidentielles et la CENI... Vous partez de quelle date? Puisque nous votons pour la présidentielle depuis 1993. Alors si vous parlez de la 4e fois, ça veut dire que vous partez de 2005. J'ai l'impression. Ah oui. Et la CENI n'a pas un organisme assermenté ou certifié pour les actes délébiles. C'est maintenant on trouve encore un autre... Vu la répétition... Ils ont passé la commande sur des critères. Le président Tchambakou Ayasso disait hier que le prestataire leur a montré un échantillon qui les avait satisfaits. Maintenant qu'ils ont tout le lot, il faut toujours s'assurer par un laboratoire indépendant que la qualité requise est inhérente à toute la cargaison. Ouais. D'après ce que j'ai compris... Cela aurait dû être aujourd'hui une annonce de routine. C'est-à-dire moi, je suis à ma 4e fois. Ça nous dit que nous sommes même à la 6e ou 7e fois. Non. Depuis 93. Nous sommes en 2020 maintenant. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait 17 ans. Eh bien, les autres dépêches également, c'est cette information qui circule depuis hier. Le ministère de l'administration territoriale qui a dit niet. La commission épiscopale Justice et Paix ne pourra pas observer les élections présidentielles. On pourrait dire bis repetita, primus. Déjà, pour les élections locales de juin dernier, la commission épiscopale Justice et Paix avait voulu observer. Le gouvernement lui avait dit que cette commission avait des positions partisanes et qu'il y avait du flou sur son financement. C'est les mêmes arguments que le ministre Padoa Boukessi vient de réitérer pour signifier que l'Église catholique ne pourra pas observer cette élection. Oui, elle a pris parti pour l'opposition. Ces arguments ressemblent fortement aux arguments de l'opposition pour cette raison. Mais ce que je n'ai pas compris, comment est-ce qu'on peut demander à l'Église catholique de donner ses sources de financement? Nous sommes à l'heure de la transparence. C'est-à-dire? Le principe vaut, si nous demandons à ce que le chef de l'État, à ce que les grands commis de l'État déclarent leurs biens à l'entrée en fonction, et nous demandons qu'ils le fassent. Ce qui n'ont toujours pas fait. Disons, la transparence devrait s'imposer pour faire tout le monde. Les autres ne l'ont pas fait. Il faut quand même que quelqu'un commence. Qui? C'est l'Église qui va commencer. Non, par rapport au financement, je crois que ce qui est appliqué ici, c'est la loi sur les associations, où normalement, chaque association devra, à la fin de chaque exercice, envoyer un rapport d'activité et un rapport financier au ministère de l'administration territoriale. Je crois que c'est peut-être ce principe qui a permis quand même de demander les sources de financement de cette association. Bon, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, d'autant plus que les conditions posées cette année aux organisations de la société civile pour observer la présidentielle ne sont pas toujours les mêmes par rapport aux élections antérieures. Donc, du coup, les élections législatives. Oui, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est clair que quand vous avez une organisation, une association ou bien une ONG, vous avez l'obligation d'envoyer le rapport d'activité, le rapport financier et même parfois les sources de revenus, même vous devez les dévoiler dans les rapports. Si cela n'est pas fait, c'est sûr qu'il y a des conditions qui sont posées et vos partenaires ne continueront pas à vous financer. Donc voilà le gouvernement qui dit que l'Église catholique, par la commission Justice et Paix, ne pourra pas observer ces élections présidentielles. Continuons maintenant sur les candidats. Nous les connaissons depuis quelques jours. Ils sont 3. Ils sont 7. Ils sont 7. Et le journal Canal D écrit aujourd'hui que le verdict final de la Cour constitutionnelle, 7 candidatures validées, 2 comédiens de moins,
c'est ce que ce journal écrit, qui continue sur les 7 candidats finalement retenus. Canal D nous présente les candidats sérieux, les challengers, les outsiders et les comédiens. Et Eric, vous revenez sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle et vous écrivez que Innocent Kagbara du parti PDP a pris acte de sa relégation, du rejet de son dossier. Oui. Mais pour sa part, Kodjovi Obenton entretient une polémique et vous écrivez carrément que Oben Kodjoviton accuse. Oui, effectivement, dans un communiqué de son association, et il dit clairement que probablement s'il a été recalé, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas étudié à fond son dossier, que l'analyse est peut-être faite sur un autre dossier qu'on lui attribuerait. Cependant, Kagbara, lui, il a pris acte pour dire ok, vous m'avez recalé, je prends juste acte. Au fait, c'est quoi le souci? C'est que concernant Kagbara, par exemple, je crois que très sincèrement, il est absent du pays. Il est là. Enfin, il est revenu il y a un bon moment. Oui, parce que quand vous analysez la décision de la Cour constitutionnelle, c'est qu'il a tous les dossiers où normalement il devrait apposer sa signature. Cela a été fait par le secrétaire général du parti ou quelqu'un d'autre du parti. Pour ce qui concerne sa déclaration sur honneur. Et c'est pas seulement ça. Il y a d'autres documents. Il y a son certificat de résidence qu'il a fait signer par la police alors que c'est le maire de la localité la mairie qui devait le faire. Il y avait le maire avant. Je me suis dit, est-ce que c'est bien dit signature du candidat, mais pourquoi il a laissé le secrétaire général du parti le faire? Certainement qu'il n'est pas au pays ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, j'ai pas la vraie raison. Mais par contre, concernant Kodjoviton, en réalité, il a eu 2000 signatures des lecteurs pour pouvoir lui permettre de déposer et d'être éligible. Cependant, l'analyse faite au ministère de l'administration territoriale a démontré que majoritairement, ceux qui sont sur sa liste comme signataires ne sont d'aucune circonscription électorale, soit c'est des numéros qui ne correspondent pas aux noms qui ont été attribués à ces numéros-là. Donc, au finish, il a eu 200 signatures sur 6 préfectures au lieu de 10. Donc, c'est ça. Donc, la loi électorale dit clairement que quand tu veux être candidat indépendant, tu dois fournir au moins 2000 signatures à raison de 200 signatures émanant de 10 préfectures au moins. Et la Cour constitutionnelle a relevé que les signatures supérieures ou égales à 200 n'ont pu être récoltés que dans 6 préfectures. Voilà les arguments. Oui, ça, il faut préciser aussi que les signataires, on doit mettre le numéro de la carte d'électeur. Bien sûr, et la circonscription électorale. Exactement. Maintenant, laissons de côté ceux qui sont écartés, concentrons-nous sur ceux qui restent. Et à ce niveau, le panafricain écrit, quand ils seront unis, ça va faire mal. Là, ces candidats, c'est Agboyome, Fabre, Olou, Gogué, Tchassona et Dr Kouessan. Et pour le panafricain, si ces 6 candidats, plus ou moins de l'opposition, sont unis, ils vont faire mal. L'alternative, l'alternative pour sa part écrit, appelle à une stratégie commune de l'opposition. Les Togolais vous observent. Et ce que l'alternative dit que les Togolais observent, ont également pour nom William Kouessan, Tchassona Traoré, Jean-Pierre Fabre, Agboyome Kodjo, Komiolu et Gogué Aimé. Le médium, pour sa part, écrit que Jean-Pierre Fabre et Agboyome Kodjo mènent une bataille pour la 2e place. Et je rappelle à cet effet que pendant que nous sommes dans ce studio, le candidat Fabre Jean-Pierre anime une conférence de presse
dans un grand hôtel de la place et nous en saurons davantage au cours de la journée. Pour terminer, Togo Matin se demande si Dr Ton et Kagbara vont appeler à voter pour l'un des candidats en liste. Primus, voilà l'analyse que font les journaux sur les 6 candidats de l'opposition. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ces 6 candidats, rien ne les unit. Et je ne sais pas ce qui va les pousser à s'unir. C'est tout le problème que je vois. Jean-Pierre Favre, il est intègre, il est resté fidèle à lui-même. Il croit à ses chances et il se veut candidat, comme il a toujours été. Bon, le prélat, le candidat du prélat, le prélat est parti en conclave et il nous a sorti une fumée blanche. Or, comme on dit, voice populi, voice Dei, que la voix du peuple est la voix de Dieu. Et voilà que l'homme de Dieu ne s'adresse pas au peuple. Il s'en va en conclave. Il sort avec un candidat. Maintenant aussi, il ne convoque pas le peuple pour lui dire quelle est la lumière que le Saint-Esprit lui a donnée en conclave. C'est là où je ne comprends pas. Bon, ce que je sais, moi, c'est que Monseigneur Podjoro a piloté une dynamique qui a consisté à consulter les candidats, à les faire passer devant un jury, et celui qui est arrivé en tête s'appelle... Oui, c'est ce que j'appelle le conclave. Tout ça, est-ce que le peuple a participé à tout ça? C'est une association d'initiés qui se sont rassemblés, ils ont désigné leur candidat. Maintenant, est-ce qu'ils sont venus vers le peuple pour avoir... De toute façon, le peuple s'approprie cette bataille-là. Suivez les réseaux sociaux, oui. Allez dans les groupes de discussion, même écoutez les médias. Vous savez que le peuple s'invite dans ce débat et tout porte à croire que c'est pas un sondage scientifique, mais dans les rangs de l'opposition, si je me trompe, la bataille, c'est beaucoup plus entre Agboyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que tout cela va donner? Les jours à venir, nous situerons alors rapidement au candidat sortant du pouvoir. Et à ce niveau, Togo Matin écrit pour la présidentielle 2020, Gnassingbé Faure reste la meilleure alternative. Et là, c'est un parti clé, cercle des leaders émergents qui s'est réuni le week-end dernier, qui a sorti une déclaration que le parti présidé par Maître Anina Yakubu voit en Faure Gnassingbé le meilleur des candidats à soutenir. Toujours sur Faure Gnassingbé, Audience, le journal L'Audience écrit ce matin à la page 4, plutôt à la page 6, tous engagés pour la victoire du candidat uni. En fait, l'Audience revient sur ces tournées qu'entreprennent les cadres et les organisations du Parti uni pour battre campagne pour leur champion. L'Indépendant Express a une autre lecture. L'intelligentsia au service de la monarchie, Barry Moussa Barké, Fambare Ouattara Nachaba et Esso Solitoki, les vrais faiseurs du roi de père en fils. Ça, c'est l'analyse de l'Indépendant Express. Et nous terminons avec l'alternative qui se demande si un coup KO est jouable pour la présidentielle le 22 février. Jeff Le Prince. Donc, attendant de voir, le 22 février, c'est dans un mois. Donc, on attend de voir si c'est possible de faire un coup KO. C'est là où parfois je dis un seul candidat pour l'opposition, est-ce que ça arrange s'il arrivait d'aller au deuxième tour? Est-ce que les gens ne vont pas faire des coalitions? Bon, unir s'arme bien pour avoir un coup KO. Et ils ont les moyens pour le faire. Nous attendons de voir au soir du 22 février. On verra si véritablement Unir peut sortir avec 51% et plus. Oui, Eric et Hugues Johnson, Hugues, vous suivez tout le mouvement de ralliement autour de Faure Gnassingbé. Il y a tous les embranchements du Parti uni, le parti clé qui vient s'ajouter également à cette dynamique. Et du côté d'Agboyome également, il y a un certain nombre de partis qui annoncent se rallier à lui. Oui, ben, c'est de bonne guerre. Sauf que, comme l'a dit Jeff tout à l'heure, parce que c'était ma réflexion, si l'opposition arrivait à mettre en place un candidat unique,
est-ce que c'est pas donner la voie, à Fogna Singbe de gagner, de faire un coup KO? Parce que il ne faut pas oublier, UNIR est une machine. Je suivais un collègue hier sur une radio sœur qui disait que les gens sortent pour dire des choses, mais quand ils sont dans l'urne, c'est comme s'ils sont hypnotisés, ils votent fort, mais ils ressortent. Et je lui dis, mais comment il sait tout ça? Mais c'est vrai que la machine UNIR, elle est vraiment dure à croquer. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à cette histoire de candidature unique et tout ça. Bon, voilà. Merci. Voilà ce qu'on là où on va s'arrêter, juste le temps de souffler un peu, faire un clin d'œil à nos accompagnateurs et puis nous ouvrons à vous. Et nous sommes curieux que vous interveniez sur les divers sujets abordés aujourd'hui, divers aspects du Togo profond, depuis le pays Akposo à Kébou, la route Sokore-Bassar et autres sujets qu'on a abordés, le social, l'économie, et également le côté santé, notamment la contractualisation, telle que l'Union nous en parle dans sa parution du vendredi dernier, et puis les dernières informations sur les activités de la CENI et les candidats de l'opposition, celui du pouvoir, tels que nous les avons commentés pour vous. 93.5 Canal FM. C'est parti avec le premier auditeur déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Didier. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien chez nous. Bonjour Eric, bonjour Primoz et puis l'autre bonjour aussi. Moi je voulais intervenir là. Bon, d'abord j'ai deux petites interventions à faire. C'est concernant le refus au conseil épiscopal de surveiller les élections. Mais vous savez, nous sommes des Togolais, il y a des grands intellectuels, nous voyageons beaucoup. Quand nous avons des trucs comme ça d'un autre âge qui se passe dans nos pays, vis-à-vis de nos amis sérieux, diminuer. On se demande pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde. On pourrait donner d'autres arguments pour les disqualifier. Mais cet argument qui n'ont pas de source de financement, c'est un truc d'un autre âge. Regardez, les écoles, l'État même au niveau de l'éducation a démissionné. Les écoles, les universités. Didier, le ministre Paradoa Boukpessi reproche à la commission du CDP d'avoir des positions politiquement partisanes et également que sa façon de voir. Paradoa Boukpessi dit qu'il n'a pas toute la transparence autour des ressources de la commission. Oui, laissez-moi finir. J'ai pas fini, mais quand l'Église catholique crée des écoles, des universités, ils ont leur source de financement. Ouais, quand ils créent des églises, des écoles primaires jusqu'à l'université, on ne demande pas leur source de financement. C'est honteux. Des fois, on se pose la question pourquoi Dieu nous a mis dans ce pays. Et puis, donne tous les arguments, mais regardez, vous savez que c'est pas tenable. Donc, dans les autres pays, là, on demande les sources de financement et les observateurs qui viennent de l'extérieur, les associations qui viennent, qu'on amène au moment des élections. Et ils connaissent leurs sources de financement. Ceux qui viennent de l'extérieur, les Européens, on connaît leurs sources de financement. C'est pas grave, mais nous sommes Togolais, mais c'est un peu, moi, bon, ça me gêne un peu vis-à-vis de mes amis extérieurs, hein. Bon, secondo, quand on parle il y a Eric qui parle on ne peut pas faire des œufs sans casser des omelettes. C'est peut-être le contraire. On ne peut pas faire d'omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser, mais ça me surprend, Eric. Mais aucune œuvre dans ce monde, même qu'il soit grandiose, ne doit pas au-dessus de l'humain. Mais si c'est une Johnson qui me parle comme ça, c'est grave. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont de l'autre côté là, on ne peut pas tenir compte de la faisabilité. On fait des études, d'emprise sur l'environnement avant de faire des extensions. Donc, les gens qui sont de l'autre côté, donc là, on peut déménager leur cimetière, on peut déménager leur truc parce qu'on veut faire un truc grandiose, on veut faire des omelettes. Merci Didier. Peut-être que Eric va préciser sa pensée beaucoup plus concrètement. Je crois qu'il a juste pris cette phrase-là pour faire sa réflexion. Et j'ai bien dit qu'il faut une volonté politique pour pouvoir indemniser convenablement ces populations-là qui sont déplacées. Merci beaucoup. Lazare, depuis Doulazabé, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Bon retour à vous. Merci. J'avais fait une interpellation la fois dernière à propos des tricolores de Carrefour de
Big Baba. Oui. Oui, j'ai vu que ça a donné quelque chose. Ah, Ils n'ont mais- pas réparé ça, mais ils ont éteint ça carrément. Ah ah. Oui, c'est bon quand même. Merci. Nous ma avions deuxième- relayé votre interpellation. Oui. Ma deuxième interpellation, c'est par rapport au feu rouge du Fiata. Oui, Fiata. Si tu quittes à Décon, arrivé à Fiata, le feu rouge en face, le rouge ne travaille pas. Ça cause d'accident. Hier même, ça a causé un accident le soir. Donc, c'est pas la prise d'alcool en conduisant qui cause d'accident. Donc, ils n'ont pas réparé ça. Merci. Ma deuxième préoccupation, Oui, c'est la candidature de M. Agbomé. oui. Avant, on accusait l'opposition qui n'ont pas de stratégie. Maintenant, Monseigneur Bodo a usé de toutes ses énergies à choisir M. Agbomé comme un candidat. Donc, les gens sont encore pour chamailler. C'est pas du tout bon. La candidature d'Agbomé, après sa victoire, ce serait une négociation de la tenance. Parce que la stratégie ancienne ou bien le plan B est utilisé depuis le temps de UFC à ANC. Ils sont majoritaires, ils sont populaires, mais ça ne donne aucun résultat. Donc, pour ne pas monopoliser l'antenne, Merci. je vais Merci. citer en disant Merci d'être Merci élégant et de passer la parole à Moba, notre ami Kolani. Allô, Fas, bonjour. Les tiens-les. Là, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, non, c'est notre ministre Badoua Boukessi qui dit interdit l'Église catholique de ne pas observer. L'observation, c'est rien du tout. Quand il dit qu'ils ont deux partis pris, oui, les candidats ont droit à leur déléguer dans les bureaux pour observer. C'est la même chose, on veut la transparence. S'ils ne se reprochent rien, laissez aller. Il ne faut pas que les gens crient encore des frustrations. Ce n'est pas bien. Quand tu viens chez moi à côté la Guessi, l'église catholique est pleine de gens d'unis, des gens de l'opposition, il n'y a pas la différence. Mais il faut les taxer de parti pris, non. Et puis Primous disait que Kodjuro, ils ont choisi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, Kodjuro ne dit pas que Agbomé est la voix de Dieu, il veut le mettre à l'épreuve. C'est dans les votes, dans les urnes, qu'on verra si la voix du peuple parlera. C'est tout. Merci. Donc, pour vous dire que merci pour votre plateau. Et puis, la contractualisation des dispensaires, là, Oui. c'est une bonne chose, mais ça a augmenté le coût. Il faut regarder. Ça, c'est une réalité, ça a augmenté le coût pour des patients. Oui. Donc, vous comprenez aisément que si l'État ne reprend pas pour s'imposer à la rigueur du travail et que ceux qui sont médecins ont bien les choses là, et cette conscience professionnelle, et cette contradiction n'arrange pas notre population. Merci beaucoup, l'ami Kolani. Maintenant, nous sommes branchés sur Abonné. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. J'aurais bien aimé que le journaliste qui avait parlé de la contractualisation la dernière fois soit là pour qu'on ait un débat contradictoire sur la tête de monsieur Eric. C'était Elom Atichogbe de la Nouvelle Tribune. Ça me ferait beaucoup plaisir puisque j'ai également ouvert les oreilles pour attendre des informations sur la bonne marche de la contractualisation. Je n'ai qu'entendu l'accueil matériel, bon chiffre et puis la trine. On m'a pas parlé de ceux qui prennent 20 millions le mois, les lits qui étaient déchirés lors de la visite du président. Je n'ai pas écouté quoi. Donc ma question à Eric porte sur cet élément. Le second élément, lorsqu'il dit que 300 milliards ont été donnés à Bolloré pour investi par Bolloré. Merci beaucoup. Et que aujourd'hui nous avons la concurrence. Quelles sont les retombées à nous les citoyens? C'est ça ma préoccupation. Deuxième question, c'est à l'autre. Ce n'est pas le doyen. Le Primus. Pas Primus. Jeff le Prince. Jeff, voilà. Vous voyez avec les élections. Uni veut gagner un coup KO parce que on organise toujours dans de mauvaises conditions avec la multiplicité des candidatures. Mais j'ai pu constater que en 2010, Agbomé avait déclaré que Fabre a gagné. Et en 2013, ils ont formé CST pour gagner une partie des législatives. Avec l'effet Kipi en 2019, ou bien 2017 plutôt, ils étaient tous rassemblés en T14. Maintenant, les 6 autres qui restent là, vous voyez que de par moment,
ils se coalisent pour faire quelque chose. Maintenant, à ce jour, qu'est-ce qui les bloque à l'unicité d'action? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Eric, rapidement, Oui. les retombées des 300 milliards investis par Bolloré au port de Lomé. Mais on dit investissement, c'est pour acheter du matériel, mettre en place une équipe, la technologie et tout ça. Sauf que j'inviterai plutôt les auditeurs. À chaque début d'année, nous essayons de mettre en lumière la loi de finances de l'année en cours. Ça leur permet de voir la contribution de chaque société d'État dans le budget national. Si Bolloré investit, c'est pour faire de la plus-value et l'État togolais reçoit des dividendes par rapport au travail qui est effectué et ce que Bolloré donne. Ça rentre directement dans le budget de l'État. Merci. Sandro en ligne, bonjour. Oui. Mon apport, c'est concernant l'observation de l'épiscopat. Oui. Oui, si le ministre lui se place à quel niveau pour voir que la commission épiscopale était partisane? Tout ce que nous souhaitons, c'est que on puisse nous donner la clarté de l'élection qui va être organisée le 22 février. En ce moment, le peuple serait dégagé. N'importe qui fait l'observation et donne une bonne solution à notre élection, on dirait toujours merci à Dieu. Merci. Merci. Bon, pour ce qui est de l'organisation, il y a ce que le confrère Togo Réveil écrit. Tchambakou Ayassor, président de la CENI, réaffirme la détermination de son institution à organiser une présidentielle 2020 réussie en termes de crédibilité et de transparence. Maintenant, le débat, qu'est-ce qui fonde le ministre à refuser l'observation à l'Église catholique? Il y a ces arguments, on peut toujours ne pas être d'accord. Oui, et il y a surtout un phénomène général qu'il faut constater. Lorsque, par exemple, des observateurs étrangers arrivent chez nous pour au cours de nos élections, lorsqu'ils font leur déclaration finale, tout le monde dit ils sont pour le pouvoir en place. Et ça crée des frustrations. Maintenant, lorsqu'il y a une organisation qui se déclare clairement ou qui, à travers ses activités, montre clairement qu'elle est d'un côté, c'est également un danger pour ce scrutin-là. Parce que on ne sait jamais s'il y a les résultats qui sont proclamés officiellement, cette organisation qui est partisane peut déclarer le contraire. Mais et là, ça peut créer des on dirait que vous faites un procès d'intention par parce que il y a l'auditeur qui entend en ligne, on le refait d'abord. Parce qu'on a vu la même chose. Allô, comme la vie t'avait dit, comme la vie, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, bonjour à vous. J'interviens sur deux sujets. L'observation de l'église épiscopale. Oui. Mais ça m'étonne que le ministre est en train de leur interdire, alors que depuis fort longtemps, ils observaient les élections. Si ils ne se reprochent de rien, pourquoi ne pas les laisser? Ils disent qu'ils sont partisans. Et les associations qui viennent à tout moment crier qu'ils sont les partisans du pouvoir. Ils observent aussi les élections. Donc, pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont partisans? Non, en fait, il faudra éviter amalgame entre les positions qu'affichent les associations et le statut d'observation des élections. Je ne refuse pas. Oui. Ils s'affichent aussi ouvertement au soutien du pouvoir. Vous en connaissez un exemple? Oui, il y en a plein au Togo. On se connaît dans ce pays. Qui observe les élections? Secondo. Oui. Et je vais faire une remarque. Sincèrement, les journalistes, au lieu d'aider la population à bien s'organiser pour les élections, au contraire, certains journalistes viennent, c'est pour décourager même la population, en disant que Ford, c'est un rouleau compresseur, qu'il a déjà gagné. Ça ne se dit pas à une compétition.
Bon, si c'est les journalistes qui viendront dire que fort lui, il va gagner les élections telles que l'autre là, Teko, souvent quand il vient, c'est ces propos qu'il tient. Ce n'est pas bien l'ami pour un journaliste. Teko Firmin Agbo n'est pas aujourd'hui avec nous et la dernière fois qu'il y était, vous lui avez répondu assez sèchement. Je voudrais que vous vous intéressiez à ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui. Mais en attendant, c'est Laurent Vaudou, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Laurent. Bonjour. Bonjour à vous. Allez, monsieur Sapp. Oui. Ok, c'est pour intervenir concernant la décision du ministre. Oui, diminuez un peu le poste, le bouton de votre poste récepteur. Est-ce que ça va? Oui, maintenant ça va. C'est pour intervenir concernant la décision prise. Oui, nous vous écoutons, Oui, c'est une bonne décision. Ah, pour vous? Oui, parce que un observateur était neutre. Et depuis 1994, l'Église catholique a pris parti. Tout le monde, même jusqu'au bébé, sait qu'aujourd'hui, l'Église catholique est du côté de l'opposition. Donc on ne peut pas les prendre comme observateurs. Ils ne jouent pas la neutralité. Ils ont quitté même le rôle de l'Église pour faire l'opposition. Il reste un peu seulement que l'homme de Dieu crée son parti. Oui, c'est ça. Merci. Et après ça? Bon, ça, je m'arrête sur notre marche. Je vais vous dire encore que c'est pour soutenir mon candidat. Hein. Et c'est qui votre candidat? Mais c'est le tout-puissant, Fort Vaudou. Ah, ok. Ok, 77%. Hein. Pardon? 77%. Mais vous n'êtes pas la CENI. Vous n'êtes pas la CENI. Non, c'est pas la CENI, je te parle en tant que Vaudou. En tant que Vaudou? Ok, moi je suis chrétien catholique et puis l'émission est laïque. Alors, on va recevoir Christian. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, Christian. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous en prie, Christian. Et j'avais voulu donner mon point de vue par rapport au refus du ministre. En fait, vous savez que ici, les gens se sont affichés directement. Ils sont affichés, ils ont leur camp. Et que c'est clair. En fait, s'ils étaient venus avec une atmosphère où il n'y avait pas de prise de position, c'est clair. Vous comprenez? Nous avons observé dans d'autres pays, quand les gens viennent avec une position, c'est difficile de les laisser observer. Parce qu'ils feront sortir eux leurs résultats. Et maintenant, ça va, au sein de la population, c'est quelque chose qui va mettre. Maintenant, il y a des auditeurs qui appellent. Ils critiquent d'autres journalistes. S'il y a des journalistes là-bas, sur le plateau là-bas, qui vont dire que c'est l'opposition qui gagne, tout à l'heure, celui qui vient d'appeler, que c'est l'opposition, on ne va pas dire que ces journalistes-là sont mauvais. Quand d'autres donnent leur point de vue par rapport à, ils font leur analyse, on trouve qu'ils ne sont pas bons. S'il y avait un autre journaliste là-bas qui positionne là-bas, ils ne vont rien dire. Donc, si les gens réclament à être justes, ils n'ont qu'à être justes sur le plan. Maintenant, moi, toujours pour Agoyeme, moi, je n'ai jamais aimé la position du prélat parce que parmi les chrétiens, il y a des chrétiens de l'opposition, il y a des chrétiens du pouvoir. Mais le choix du prélat, c'est un choix stratégique. Je ne l'aime pas, mais il a fait un bon choix. Mais c'est le passé de Agoyeme qui va le rattraper. Donc, il faut faire des analyses un peu. Parce que vous allez voir que le prélat, il s'est inspiré il a fait l'analyse générale de notre opposition et il a fait un bon choix. Mais le passé d'Agoyeme va le rattraper. Merci. On va dire que les autres aussi ont un passé. Oui. Mais ce passé-là, nous, on ne le connaît pas. Il y a des hommes qui ont un passé mauvais qu'on ne connaît pas. Mais pour Agoyeme, c'est affiché et on connaît. Et vous ne connaissez pas le passé des autres candidats? Non, moi, personnellement, je ne connais pas. Ok, en fait, ouvrez davantage les yeux, les oreilles. Vous en sauriez également sur leur passé. C'est ça. Mais Christian souffrait qu'on s'arrête là et qu'on termine avec Abonné qui revient. Bonjour. Oui, monsieur Sass. Oui. Ma question restait sur la résurrection d'Agoyeme. Agoyeme n'était pas mort. Agoyeme n'était pas mort. Oui, mais on l'a ressuscité. Okay. C'est ça qui fait que je me il est concurrencé par d'autres. Oui, donc, la question était adressée à Jeff. Allô? Oui. Vous permettez que j'ajoute ceci. Ok, ajoutez rapidement. Sur l'observation, je pense que, sans vous mentir, l'Église catholique a les moyens. Il peut développer et déployer bon nombre de gens sur le terrain, même dans les recoins, plus que le pouvoir en place.
Donc le pouvoir a peur de ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même mise sur l'Église catholique comme sur les opposants. Ils ont peur, c'est tout. Merci. Merci. Eh bien, Jeff, abonné, voulait savoir comment l'opposition n'arrive pas à harmoniser une stratégie commune autour de la candidature d'Agboyome Kodjo. Je ne suis pas à l'opposition, malheureusement. Agboyome Kodjo, je ne sais pas s'il avait fait partie du CST. Hein. Eric, il était du CST. Mais il n'a pas fait partie de la C14. De la C14, voilà. Il avait parlé de la C14. Agboyome n'avait pas fait partie de la C14. Moi, j'avais donné mon point de vue, j'avais fait mon analyse la semaine surpassée, ou je sais pas, ou la semaine passée. Je disais justement, si on avait donné la chance aux responsables des partis politiques de l'opposition de se retrouver entre eux, comme l'a toujours souhaité le président du NI, monsieur Dossé Agnon, je pense que eux-mêmes, ils pourront enterrer la hache de guerre et dégager un seul candidat. Mais du fait que le prélat s'est retiré seul après analyse ou après consultation, qui sort avec monsieur Agboyome. Non, à ce niveau-là, Monseigneur Kodjo ne s'est pas retiré tout seul. C'est un processus. Oui, c'est pourquoi je dis s'est retiré et il a consulté. Oui, c'est dans le processus, il a consulté, c'est-à-dire qu'il a consulté les uns les autres pour avoir leur idée pour pouvoir choisir un seul candidat. Et le choix était porté sur Agboyome. Il l'a pas choisi seul. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il s'est retiré et a consulté. Alors, si c'est que c'est l'opposition seule qui l'avait fait, ils pourront s'entendre et dégager un seul candidat. Malheureusement, du moment où la C14 avait eu une scission, le prélat avait fait une conférence de presse pour dénoncer du fait que c'est l'ANC qui a provoqué la dislocation de la C14. Et ça a provoqué déjà des mécontentements au sein de la C14. Si aujourd'hui, le prélat sort avec un candidat ou propose un candidat, je ne suis pas sûr que le président national de l'ANC pourra l'accompagner en ce sens-là. Donc, c'est là où je dis, bon, il y avait eu vice de démarche par rapport à sa proposition. Merci. Primus, vous voulez faire une précision? Moi, j'admire le Congo. Quand vous prenez ce qui s'est passé au Congo. Il y a deux Congos. La RDC. Brazza et Kinshasa. La RDC. Oui. Et même le ministre français des Affaires étrangères s'est prononcé sur le résultat des élections présidentielles. Il avait parlé d'un arrangement entre Congolais. Et ensuite, la conférence épiscopale du Congo aussi a eu des observateurs. Mais le président de la CENI congolaise les a rappelés tous à l'ordre. Que c'est son organisme qui est habilité à donner les résultats. Quel que soit ce que quelqu'un, en tant qu'observateur, a observé sur le terrain, aucun d'entre eux, ni même le ministre français des Affaires étrangères, n'est pas habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Vous avez raison, et rappelez que l'épiscopat en RDC Congo est beaucoup plus prononcé que chez nous ici au Togo, et les évêques du Congo avaient clairement dit qu'ils avaient les résultats qu'ils connaissaient, mais cela n'a pas empêché quand même la CENI à imposer sa position à tout ce beau monde-là. On aurait pu faire la même chose aussi. Merci, seulement on aurait dû, on ne l'a pas fait. Eh bien, un rapide tour de table avec les cartons du jour. Je rappelle que les cartons, c'est sur des sujets et des personnes qui n'ont pas été mentionnées durant l'émission. Jeff Le Prince? Oui, avant le carton, je fais observer ça. Je ne sais pas si tu fais le constat. Quand nous ouvrons l'antenne ou les antennes pour les auditeurs, c'est seulement les sujets politiques. Et je sais pas, j'étais surpris tout à l'heure que quelqu'un nous appelle, nous dise que dans son village, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas ça. Malheureusement, c'est le candidat de X, le candidat de Y, le rejet de conseil épiscopal. C'est ça qui intéresse les Togolais. Il y a deux qui sont revenus sur les hôpitaux contractualisés. Oui. Bon, en tout cas, c'est un choix. Et il y a aussi deux qui ont parlé du port, notamment les retombées des financements que les opérateurs. Oui, je fais constater que c'est un choix des auditeurs. Alors, pour mon carton, je donne carton vert à l'association Action Développement Togo. Ils ont fait quoi? Cette association, ça fait la 4e édition, cette année encore, qui va faire venir une mission de dentistes sans frontières
dans la préfecture des Lacs pour soigner nos populations qui ont des problèmes de dents et opérer même des gens. Merci. Et donc merci le président... Merci d'inscrire Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Le président, la mission va regarder leurs dents. Le président qui est basé en Allemagne, monsieur Aimé Ponton Kwamdessou, à qui nous disons bonjour et carton vert à tout ce qu'il fait pour ses compatriotes togolais. Merci. Eric Hugues Johnson. Non, je passe. Vous passez. Et Primus Dotia Genou Arlidja. Je n'ai pas encore observé. Nous sommes au début de l'année. Merci beaucoup. Ensemble, adressons un carton de cœur à une charmante dame au guichet d'une institution de microfinance. Très belle dame, si vous la voyez. Ensemble, mais elle trouve le temps quand même de nous suivre. Madame, coucou à vous et rendez-vous demain mercredi à 11h. C'est toi qui donne. Si Dieu le veut, faut pas nous associer.